Chapitre 6. La cavernale. Groupés sur le seuil de la caverne, ils regardent le passage comme s'ils voyaient le monde pour la première fois. Ils n'osent lever le regard vers le bleu du ciel, mais la caresse du soleil et les odeurs du vent sont des plaisirs presque trop intenses. « Que notre planète est belle !» s'écrie Seth. Mais une inquiétude vient se glisser sournoisement au milieu de leur joie. Maintenant que leur vue a fait la mise au point, ils remarquent combien le paysage est terne. De grandes plaques d'arbres grisâtres rongent l'étendue de la forêt comme une lèpre. Que s'est-il passé? On est en plein été et les arbres semblent morts. Ils ne sont pas dénudés, mais leur feuillage est terné ou recouvert par une grisaille. Les compagnons regardent les buissons aux alentours. Ils sont saupoudrés de poussière. Sur le coup, les compagnons ne se posent pas plus de questions. Ils n'ont qu'une idée en tête. Sortir des rochers et trouver un moyen de communiquer avec leurs parents pour les rassurer et leur demander de venir les chercher. Tant qu'ils ne seront pas installés confortablement chez eux, les compagnons ne seront... Oh my gosh. Les compagnons ne seront pas sûrs que leur cauchemar est terminé. Comme ils ne connaissent pas la région, ils veulent d'abord tenter de rejoindre la caverne du premier jour. Des secours les y attendent, peut-être. Les compagnons descendent des rochers et entreprennent de les contourner. Le parcours est envahi par une végétation broussailleuse et les compagnons perdent vite tout sens de l'orientation. Occupés qu'ils sont à se frayer un passage dans l'épais sous-bois, ils changent de direction sans s'en rendre compte. Par une trouée à travers les arbres, les compagnons s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils s'éloignent de leur but. Ils ont tourné le dos aux rochers alors qu'ils croyaient les contourner. « Oh non! On a marché tout ça pour rien? » dis-moi. « Moi, je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. » Ils sont découragés. Ils restent sur place, tête baissée, tels des chevaux fumant d'effort. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut aller de l'avant. Ils doivent même se hâter car la journée est déjà avancée. Comme ils changent de direction pour revenir vers les rochers, les compagnons tombent par hasard sur un sentier tracé dans la forêt. C'est plus qu'un sentier en fait, c'est une double trace de pneus. Après quelques discussions, les compagnons décident de suivre cette trace plutôt que d'essayer de rejoindre la caverne du premier jour. Les roues ont creusé de profondes ornières, la piste est nette. Cela signifie qu'un véhicule passe régulièrement. Au bout de la piste, les compagnons trouveront certainement une habitation. Une folle excitation s'empare d'eux à l'idée qu'ils pourront enfin téléphoner à leurs parents. Ils en auront des choses à raconter. La piste mène effectivement à une habitation. Il s'agit d'un chalet de bois rond dissimulé parmi les arbres. S'ils n'avaient suivi la trace de pneus, les compagnons seraient probablement passés devant le chalet sans le savoir. Le véhicule qui a creusé les ornières n'est pas là. Il n'y a aucun signe de vie. Le chalet semble inhabité. Les compagnons jettent un coup d'œil par les fenêtres. L'intérieur est trop sombre, ils ne voient rien. Ariane s'est approchée de la porte. Par politesse, elle frappe et attend une réponse qui vient pas. Elle tourne la poignée. La porte n'est pas fermée à clé. Le propriétaire a sans doute trouvé inutile de prendre des mesures de sécurité dans un endroit aussi isolé. Les compagnons entrent lentement
comme si cette intrusion leur déplaisait. Leur gêne ne dure pas longtemps. Ils ont aperçu la cuisine et bientôt, ils fouillent les armoires à la recherche de nourriture. Le propriétaire du chalet est quelqu'un de très prévoyant. Il y a là de quoi nourrir les compagnons durant des semaines. Les armoires regorgent de provisions, de toutes sortes, viande, jus, fruits et légumes en conserve, farine, riz, pâte, sucre, etc. Les compagnons ouvrent chacun une boîte au hasard et s'installent le plus confortablement possible pour se régaler. Ils ne mangent pas grand-chose, en fait, parce que leur estomac, rétréci par les jeûnes, est vite rassaisi. Ils s'endorment après quelques bouchées, le nez dans la boîte entamée. Ils dorment d'une traite jusque tard dans l'après-midi du lendemain. La première chose qui leur vient à l'esprit en s'éveillant, c'est d'appeler leurs parents. Ils cherchent dans la cuisine et le salon du rez-de-chaussée. Ils fouillent les 2 chambres de l'étage sans succès. Il n'y a pas de téléphone. En fait, il n'y a aucun appareil électrique dans le chalet. Ni téléphone, ni radio, ni téléviseur, ni cuisinière, ni réfrigérateur. Un poêle à bois sert à la cuisson et au chauffage. Sous le coup de la déception, certains compagnons parlent de repartir tout de suite, mais les autres réussissent à les convaincre qu'il est préférable de rester dans le chalet quelques jours, le temps de se reprendre les forces. Ils n'iraient pas loin dans l'état d'épuisement où ils sont. Ils doivent se reposer, manger à leur faim et boire à leur soif avant d'entreprendre une nouvelle étape. Puisqu'ils restent dans ce chalet, aussi bien prendre leurs aises. Les compagnons ressentent un urgent besoin de se laver. Dans le décor ordonné du chalet, leur saleté devient intolérable. Ils ne peuvent plus supporter le vêtement raidi de crasse, leurs cheveux collés, leur peau encroûtée de boue, leurs ongles longs et noirs. C'est à qui occupera la salle de bain en premier. Mais une nouvelle déception les attend. Pas une seule goutte d'eau ne coule des robinets. Comme ils ne connaissent rien en plomberie, ils ne savent pas ce qu'il fait défaut. Glou résout le problème en découvrant un ruisseau non loin du chalet. Les compagnons remplissent d'eau les plus grosses casseroles qu'ils peuvent transporter. Ils allument un bon feu dans le poêle et font chauffer cette eau qu'ils vident ensuite dans la baignoire. Ça leur demande bien de voyage au ruisseau et à la recherche de bois à brûler. Ils y passent la fin de la journée. Mais chacun d'eux, à son tour, s'enfonce dans l'eau chaude comme dans un profond sommeil. C'est tellement bon qu'ils en ont les larmes aux yeux. Le soir, ils sont tous propres et ils se sont changés. Les vêtements bouilleux sont emplis dans un coin de la salle de bain. Certains avaient encore des vêtements de rechange. Ils les ont mis. Les autres se sont habillés avec ceux qu'ils ont trouvés dans les tiroirs des commodes et les garde-robes. Ça donne certains ensembles comiques, mais personne n'a envie de rire. Ils songent maintenant avec délice au moment où ils s'étendront dans les draps frais. Moi a déjà choisi sa chambre. C'est la chambre tapissée de papier fleuri, la plus grande et la plus belle, évidemment. Ariane l'y rejoint ainsi que Seth. Rogne s'installe dans la petite chambre bleue d'à côté. Glou visite les 2 chambres. Il préfère la fleurie lui aussi. Appuyé au chambrade de la porte, il constate « J'aime mieux cette chambre-ci. Elle est plus belle que la bleue. Et puis, elle est plus grande. On peut s'y tasser à plusieurs. » Qui prend le lit et qui dort par terre? « Hey,
Glou, tu n'y penses pas, dis-moi. Je ne pense pas à quoi, demande Glou. Tu ne vas pas coucher dans la même chambre que nous, dis-moi. Pourquoi pas? Je me suis lavé. Je suis aussi propre que toi, dit Glou. Mais tu es un garçon, dis-moi. Et puis, demande Glou. Et puis, nous, on est des filles, dis-moi. Moi, je ne coucherai pas dans la même chambre que toi. Ça ne va pas. Glou ouvre de grands yeux. Ah, c'est vrai, ce sont des filles. Il n'y pensait plus. Après tout ce qu'ils ont souffert ensemble, il avait oublié les différences. Il n'y avait pas passé une minute dans les cavernes, alors qu'ils luttaient contre le froid, la faim, la soif, le découragement. Ils étaient juste des compagnons qui résistaient ensemble. Quand un compagnon se rapprochait de l'autre, c'était pour se réchauffer ou se réconforter dans le noir. Il n'y avait rien de plus derrière les gestes d'entraide, mais maintenant, c'est différent, bien sûr. Cette installation dans le chalet ressemble même assez à des vacances à la campagne. Glou regarde les trois filles comme si elles étaient devenues des inconnues. Il regarde Ariane à pleins yeux et il est frappé par sa saisissante beauté. Comment ne l'avait-il pas remarqué jusqu'ici? Il rencontre le regard d'Ariane et dans l'instant, tout devient différent. Oh! Les yeux d'Ariane. Les iris sont deux pâles fleurs aquatiques sur l'eau magique de son regard. Glou y découvre un pouvoir plus puissant que cela de sa voix. « Hey, Glou, tu as compris? » demande Seth. « Sois gentil, va dans l'autre chambre avec Rogne et Biba. On va déjà être assez tassés ici toutes les quatre. Ariane, moi, Niam et moi. » Glou s'arrache à la contemplation d'Ariane. Il s'en va, plus aveuglé que moi dans la caverne de sortie. Il a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Il titube comme un homme ivre. Glou, parti, les filles s'organisent. Elles profiteront du lit chacune à leur tour. Bien sûr, moi à obtenir de prendre le premier tour. Les autres filles s'installent sur des couvertures ou carrément sur le tapis de la chambre. Après avoir eu un plancher de grotte pour matelas, le tapis leur semble moelleux. Le lendemain, les compagnons se lèvent de fort bonne humeur. Par les fenêtres entre une rassurante lumière. C'est une joie à laquelle ils ne sont pas encore habitués. Le soleil est de la partie. Par moments, cependant, de brusques tourbillons de vent soulèvent la poussière en minces nuages et les déposent plus loin sur les arbres et les buissons du voisinage. Les compagnons se divisent les tâches. Niam et Rogne s'occupent du repas. Moi, Seth et Biba emportent le linge sale pour le laver au ruisseau. Ariane fouille la maison à la recherche de cartes ou de toute autre chose susceptible de les aider à se situer. Glou reste étranger à toute cette agitation. Il a l'impression de flotter dans un espace insonore et intemporel où il est relié, comme par un cordon invisible, au moindre geste d'Ariane. Mais il n'ose pas lui parler. Une étrange timidité le revient et Ariane ne voit rien. Comme il arrive à qui est aimé sans aimer en retour. Elle ne remarque ni la soudaine mélancolie de Glou, ni ses regards envoûtés. Cependant, ses regards ne sont pas perdus pour tout le monde. Niam a vu le trouble de Glou et elle en souffre, car elle l'aime. Il semble que l'amour n'est pas bien visé quand il a lancé ses traits. Les compagnons passent encore la majeure partie de leur temps à dormir. Ils dorment et mangent et dorment. D'un sommeil à l'autre, d'un repas à l'autre, ils reprennent des forces. Ils sortent rarement du chalet parce que les nuages de poussière sont suffocants.
Mais ce jour-là, après le repas, Glou sort pour trouver la solitude nécessaire à ses réflexions. Ça lui devient oppressant d'être dans le même lieu qu'Ariane sans pouvoir lui avouer ce qu'il ressent. Niam l'a suivi mine de rien. Elle le rejoint près du ruisseau. Pendant un moment, il s'amuse à jeter des cailloux dans l'eau, puis Glou s'assit et sans regarder Niam, il dit « Niam, je ne veux pas te chasser, mais tu sais, j'aimerais bien rester. » Seul. Je voudrais avoir la paix pour réfléchir. J'ai pensé. Je sais. Tu veux penser à Ariane, dit Niam, tout en s'asseyant à côté de lui. Il tourne la tête, surpris, et demande avec brusquerie. Pourquoi est-ce que je penserais à Ariane? Parce que tu l'aimes. Même si c'était vrai, comment pourrais-tu le savoir? Ça se voit. J'ai vu comment tu la regardes quand elle ne te regarde pas. J'ai vu aussi que tu ne lui parles plus, mais tu t'arranges toujours pour t'asseoir à côté d'elle. Comme ça, tu peux la toucher sans qu'elle s'en rende compte. Tu me surveilles? Si tu as tout vu ça, alors tu as vu aussi qu'Ariane ne remarque rien. Elle fait autant attention à moi que si j'étais son frère. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle me voie autrement? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Niam a répondu vivement. Quelque chose dans le ton de sa voix l'intrigue. Il demande « Pourquoi est-ce que tu dis ça sur ce ton-là? » « Parce que j'ai le même problème que toi. Moi aussi, je suis amoureuse et il ne s'en aperçoit pas. »« Qui est-ce que tu aimes? Rogne? Rogne? Es-tu fou? »« Rogne, d'accord, il n'a pas un bon caractère, mais il n'a pas que des défauts. Il est intelligent et ne se laisse pas facilement impressionner, et puis je ne suis pas amoureuse de Rogne. »« Ce n'est quand même pas Biba. Le fais-tu exprès ou si tu ne comprends vraiment pas? C'est toi, Glou, que j'aime, toi! »« Oh, Niam, vraiment? Pourquoi est-ce que tu me dis ça, que tu m'aimes, puisque tu sais que j'aime Ariane? Si tu crois que j'ai le choix, as-tu le choix, toi, d'aimer Ariane ou de ne pas l'aimer? » Il reste silencieux. Niam regrette maintenant d'avoir parlé. Subitement, elle a peur d'avoir tout gâché. Elle voulait lui ouvrir son cœur, mais elle réalise qu'elle a peut-être fait une terrible erreur. Elle voulait partager quelque chose avec Glou, quelque chose qui serait leur secret et qui les rendrait complices. Elle n'est pas sûre du tout que ce soit ce qui est en train de se passer. Glou est trop obsédée par Ariane. Ariane qui est forte, qui les guide et les protège. Bien sûr que Glou admire la force d'Ariane et qu'il est touché par sa beauté aussi. Ariane est une femme, et une très belle femme même. Alors que Niam a encore l'air d'une petite fille. Et puis, Ariane est tellement spéciale avec ce pouvoir. Ça la rend différente, mystérieuse. Rendue à ce point dans ses réflexions, Niam dit tout haut. « Comment veux-tu que je lutte d'égal à égal avec une fille qui possède un pouvoir? » « Mais je ne veux rien de toi. Je ne veux surtout pas que tu m'aimes. Je veux qu'Ariane m'aime. Pourquoi est-ce que tu lutterais avec elle? » Je ne veux pas dire lutter, me battre, mais avoir une chance que tu finisses par m'aimer un peu. D'ailleurs, ça ne sert à rien que tu aimes Ariane. Elle ne t'aime pas et elle ne t'aimera jamais. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Ça, c'est ce que tu voudrais. Tu prends tes désirs pour des réalités, ma fille. Oh, non. Ne te fâche pas contre moi, Glou. Je dis qu'Ariane ne t'aime pas parce que je sais qu'elle a d'autres choses en tête que l'amour.
L'amour, elle n'y pense pas pour le moment. Elle pense plutôt à nous sortir d'ici et à nous ramener à nos parents. Si tu savais comme elle se sent responsable de nous, personne ne s'est plaint. Pourtant, elle s'en fait comme si ce qui nous arrive était de sa faute. Elle n'a vraiment pas la tête à penser à l'amour. Quand on aura appelé à nos parents et qu'elle n'aura plus à s'inquiéter pour nous, peut-être qu'elle me verra avec d'autres yeux. Si un jour Ariane a la tête à penser à l'amour, ce sera pour partir à la recherche de son âme sœur, comme Ozil. Tu te souviens de cette histoire qu'Ariane racontait dans la cavernale? Ce n'est pas pour rien qu'elle avait inventé une histoire. Pareil, Ariane, elle attend de rencontrer son double. Oh, tu as le don de m'encourager, il n'y a pas à dire. Tu te crois une spécialiste en question d'amour? Alors, selon toi, elle ne m'aimera jamais? Avoue que ça ferait bien ton affaire. Mais écoute, Niam, il ne faut pas que tu te fasses d'illusions. Même si Ariane ne m'aime jamais, moi, je l'aimerai toujours. Glou se lève et s'éloigne. Niam reste longtemps assise à regarder couler le ruisseau. Dans sa tête, la même petite phrase tourne sans cesse. Je n'aurais pas dû lui parler. Je n'aurais pas dû lui parler.